ça. Et au final, le plus est mort. Ouais. Bruno Nion. On commence, hein? Ouais. Ça, c'est Bruno Nion. C'est le directeur du théâtre de Charleville-Mézières. Je l'appelle mon papa de théâtre. C'est la personne qui a été la première à croire en moi, qui m'a guidé, qui a été plus qu'un professeur de théâtre, qui est devenu vraiment une des personnes les plus proches que j'ai dans ma vie, une des personnes les plus importantes, qui a été vraiment psychologue, qui m'a fait jouer des choses. Quand j'étais ado, j'étais un petit dur, quoi. Donc, avec tous les blocages que ça engendre, tu vois, je voulais pas jouer mec sensible, je voulais pas, j'étais très Un ado. Et lui, il m'a vachement moi j'étais parti, j'avais vraiment plein de blocages, quoi. Et lui, il m'a débloqué, il m'a fait jouer plein de choses. Il a vraiment fait ressortir ma sensibilité, il m'a fait assumer mes sensibilités, mes failles, mes fragilités, etc. C'est un grand monsieur. Non, ça c'est le lycée français. Moi, j'ai pas fait le lycée français, moi je fais le collège moderne de Cocody. Il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de piscine, il y a juste le marigot à côté. Et le lac au crocodile. Donc voilà, il y en a qui partaient se baigner, ils ne revenaient pas. Le crocodile. Non, pour être sérieux, j'étais dans le lycée public ivoirien. À l'époque, en Côte d'Ivoire, l'enseignement était vraiment d'un top niveau. Contrairement à aujourd'hui, où il y a le lycée français, il y a les lycées privés où les riches, où les gens du pouvoir, les gens du pouvoir, ils mettent leurs enfants en Europe, en Suisse, aux États-Unis. C'est ceux qui sont juste dans le camp en dessous. Ils mettent leurs enfants dans les écoles privées et au lycée français. Et les pauvres, ils se démerdent ou ils essaient de venir ici à la nage. Rossini, pour moi, c'est le top. C'est Dieu, quoi, pour moi. Astaghfirullah, voilà. Parce que j'ai fait un sacrilège là, un blasphème. Donc Goscinny, en termes d'humoriste, en termes d'écriture, c'est lui qui a écrit Astérix, Lucky Luke, c'est lui qui fait les scénarios, tout plein d'autres bandes dessinées. Il n'y a pas mieux en termes d'écriture ciselée, drôle, cultivée. Goscinny, quoi. God. Nicolas Goretzky à la Providence. Alors ça, c'est marrant. Sarkozy. Ça aurait pu. C'est marrant. Alors la Providence, c'est le théâtre dans lequel j'ai commencé quand je suis arrivé à Paris. Donc un tout petit théâtre qui était une ancienne boulangerie. J'en ai gardé une marque à la main. On ne voit pas à l'écran, mais j'ai une petite marque blanche comme ça. Et ça, c'est un carrelage qui m'est rentré dans la main en sortant de scène parce que la scène, c'était vraiment une ancienne boulangerie et les loges, c'était un mur qui était cassé à la masse avec du carrelage comme ça. C'est pas dans le 12e, pas loin de la Main-d'Or? Non, c'est en 19e ça. La Providence, c'est en 19e. Ah. Et je sais pas si c'est un hasard que tu aies pris le spectacle de Nicolas Goretzky, mais c'est intéressant parce qu'il marchait très très bien à la Providence quand moi je suis arrivé. Et il a fait partie des humoristes que j'ai vus en premier en fait à Paris. On se donne plus trop de contact maintenant, mais j'ai des nouvelles de temps en temps. Et son spectacle était extrêmement corrosif. Je me rappelle d'une scène surréaliste. À un moment donné, il avait changé de théâtre, il jouait peut-être du gymnase, au petit gymnase. J'étais allé le voir et je me rappelle, au gymnase, les bancs étaient en acier, tu sais. Oui. Et il arrivait sur scène avec une cagoule et une batte de baseball en fer, en hurlant. Et il donnait des énormes coups de batte en fer dans les bancs en fer et t'as des gens qui se sauvaient en pensant que c'était un malade qui était arrivé. Ils savaient même pas bonsoir, il n'y avait pas de musique, rien. Il rentrait, il tapait dans les bancs comme ça. C'était très très drôle son spectacle. Yes, je vois qu'on a enquêté. Saint-Vincent de Paul. Et ce monsieur, c'est Frédéric Leclerc. C'est lui qui m'a... J'étais étudiant, physiologie végétale, et c'est lui qui m'a attiré dans l'humour. Il avait un atelier de théâtre à l'association Saint-Vincent de Paul qui m'aidait à l'époque à trouver un logement. Et Frédéric Leclerc, il avait cet atelier de comédie. Il m'a dit, viens, on a un sketch. J'ai dit, non. D'ici, tu vas juste remplacer quelqu'un. J'ai dit, non, moi j'ai jamais rêvé de monter sur scène. Et il m'a dit, tu vas tourner le dos au public, tu vas rien dire. Et c'est comme ça que je suis monté pour la première fois. Et Fred Leclerc, c'est mon seul metteur en scène. Et puis, il est devenu mon témoin de mariage aussi. Ouais. Ouais. Puis, il t'a sauvé de devenir physiologiste végétal. Il m'a sauvé. Merci. Il a sauvé pas mal de gens. Ouais.
c'est notre petit bébé. Ouais, notre bébé métis. Oui, c'est un beau bébé. Enfin. Jaune, les jaunes chinois. Ouais, c'est ça. Un noir et un blanc qui fait un enfant, c'est un chinois. Le festival CFA, où notre rencontre avec Jérémy, c'est vraiment, on veut faire le pont entre la France et l'Afrique, au-dessus de la Méditerranée. Jérémy est venu en Afrique, en Côte d'Ivoire, on l'a invité, il est venu, et nous on vient ici avec toutes ces stars de l'humour en Afrique, Michel Gou, Dick de Cravate, magnifique, Agalawal, mais des restars pour parler comme les jeunes me comprennent, qui cartonnent en Afrique et dont était privé le public français, dans sa grande acception. Moussa Kaka, dis donc, ça a bien enquêté là. Hein. Alors, c'est toujours les débuts. Moussa Kaka était un correspondant de RFI au Niger. Et à l'époque du précédent président, Mamadou Tandja, il avait dit des choses qui avaient déplu au gouvernement. Et donc, il a été arrêté. Donc, pendant des mois et des mois, il était en prison. Et RFI a cette réputation de ne jamais lâcher ses correspondants. Donc, tous les jours, il y avait le décompte. Ça fait 12 jours, ça fait 300 jours que Moussa Kaka est en prison. Et ça mettait la pression au gouvernement. Et un jour, RFI a organisé un concert de soutien à Moussa Kaka. Il y avait Tikenja Fakoli. Moi, je l'ai lu, je débutais vraiment ma carrière. Je l'ai lu dans la presse. Et j'ai dit, mais il faut que j'y sois en tant qu'humoriste nigérien. Donc, j'ai appelé et je suis venu. J'ai fait mon sketch lors du spectacle. Et justement, je me moquais de RFI. Dans ce sketch, ça leur a tellement plu qu'ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas faire une chronique à l'antenne ?» Et tout est parti de là. Le 19 janvier 2009, j'ai fait ma première chronique. C'était la veille de l'investiture de Barack Obama. Il a fait ses 2 mandats. Moi, je suis toujours là. Donc pour ceux qui ne remettent pas Philippe Croison, c'est quelqu'un qui a donc traversé, rallié les 5 continents à la nage sans bras et sans jambes, qui a fait aussi le Paris-Dakar sans bras et sans jambes, parce que ça n'a pas repoussé entre temps. Et donc de là, Philippe, il y a 2 ans, m'appelle et me demande, me dit, voilà, j'ai un nouveau défi, je veux tenter le one-man show, parce que c'est quelqu'un qui fait des conférences dans le monde entier. Là, il vient de fêter sa 1000e conférence, donc qui a une histoire bouleversante et qui a beaucoup d'humour en plus, c'est vrai. J'avais déjà eu l'occasion de le voir en conférence, c'est très impressionnant, parce que tout le monde n'est pas bon en conférence, il faut vraiment quand même avoir un truc. Et au départ, je lui dis non. Je lui dis, parce qu'il me dit, je veux faire du one, est-ce que tu peux m'écrire le spectacle? C'est mon nouveau défi. Et je lui dis non, c'est une très mauvaise idée. Déjà, ceux qui veulent faire du one, ils ne sont pas bons. Alors ceux qui ne sont pas destinés à faire du one, je ne veux pas continuer à nourrir ce vivier d'humoristes pas drôles et pathétiques. Ne me demande pas ça. Et puis il me dit, mais je ne te demande pas ton avis. De toute façon, j'ai traversé les 5 continents à nage sans bras, sans jambes et sans savoir nager. Donc si je veux faire quelque chose, je le ferai. Et du coup, j'ai pas eu trop de contre-arguments à avancer à ce moment-là. Et du coup, j'ai accepté de travailler avec lui. Et donc on travaille sur un one man. Alors, il ne veut pas se lancer dans une carrière d'humoriste, ce qu'il veut c'est écrire un spectacle et il le voit comme une compétition. C'est-à-dire qu'il m'a dit on prendra le temps qu'il faudra, tu me prépareras le temps qu'il faudra. Totalement conscience qu'il n'est pas humoriste. Il me dit moi j'ai de l'humour et j'ai une histoire de vie à raconter. Et on a commencé à écrire et ça va, je crois, être très très drôle et ça va être très très réussi. L'un de mes premiers sketchs qui s'appelait Allez les Bleus, il y avait encore le souvenir de la vague Black Blamber où on se disait qu'on était tous des frères, tous unis. Et je me souviens qu'à l'époque, je faisais ce sketch avec le maillot de l'équipe de France championne du monde et je disais que je pouvais me promener comme ça partout dans les rues de France avec ce maillot sans me faire contrôler alors que je suis sans papier. Et que je passais même devant des policiers, je leur disais « Allez les Bleus ». Et une fois, un policier m'a arrêté. En fait, il voulait un autographe, il m'avait pris pour Lilian Thuram. Ça, c'était l'un de mes premiers sketchs. Et voilà, 20 ans après, la France est devenue championne du monde. Je vais peut-être refaire ce sketch parce que rien n'a changé pour les sans-papiers. Au contraire, on en expulse davantage. Même si le gentil Emmanuel a l'air gentil, mais il expulse encore plus qu'à l'époque où je ne sais même plus qui était ministre de l'Intérieur. C'était Chevènement, peut-être, je ne sais pas. C'était mon film préféré quand j'étais petit. Parce que c'est un petit poulet, tu vois ça? Ah oui. C'est de Funès qui... Je sais pas, ça. Hein? Ouais, t'as raconté le truc.
Et donc j'adorais ce film où il y a une, je sais plus, c'est une princesse ou une dame, ou lui, je ne sais même plus. Enfin, il y a quelqu'un qui promène un petit poulet en laisse. Dans ce film, ouais, un petit poulet en laisse, et ça me faisait mourir de rire. Et ma mère aimait bien me raconter des histoires. Enfin, on avait plein de jeux avec ma mère, et dont l'un des jeux de ma mère, elle m'avait acheté une ardoise comme ça, et elle m'avait dessiné, par exemple sur l'ardoise, elle me dessinait un petit pouic pouic comme ça, un petit poulet avec un camion, puis elle avait mis une légende. Malheureusement, pouic pouic va se faire percuter par un camion. Et moi, le jeu, c'était que je devais effacer. Je veux dire non, parce qu'il y avait une bouche d'égout, donc pouic pouic s'est réfugié dans la bouche d'égout. Et puis là, ma mère redessinait la bouche d'égout, puis elle disait oui, mais l'eau est montée cette nuit, donc pouic pouic va finir noyé. Puis moi, je disais non, parce que pouic pouic a trouvé une bouille. Et on faisait des jeux comme ça. Et au final, pouic pouic est mort. Ouais. Et t'as quand même la seule mère qui balance des boules puantes dans les tabacs. Ah oui, ma mère, putain, ouais, t'as vraiment bossé, hein, vache, ça c'est un vieux truc. Il est dangereux. Ma mère, c'était une copine en fait. Donc, quand je rentrais de l'école, je les voyais pas beaucoup parce qu'ils travaillaient tout le temps, donc j'avais une nourrice, tout ça. Mais quand elle venait me rechercher un peu plus tôt, avant que mon père rentre, on avait 1h30 de battement et c'était la guerre. Donc on prenait des boules puantes, on avait le bureau de tabac, on mettait des boules puantes. Ah ouais. Et le mieux, c'est qu'on piégeait le parcours de mon père. Donc ma mère, elle achetait, je me rappelle à l'époque, c'était des pétards avec des ficelles comme ça. Oui. Puis elle achetait plein de trucs pour piéger mon père. Alors par exemple, donc, mon père il rentrait, il me fouait à la porte, plam, ça claquait comme ça. Après il avançait, il se prenait un fil avec les pieds, on avait fait un mécanisme, un truc qui lui tombait dessus. Mon père pouvait pas rentrer à la maison sans se prendre une farce, un truc. Il y avait toujours un obstacle. Il fallait toujours qu'il prenne quelque chose dans le visage, qu'il finisse bleu ou avec la langue verte ou avec un pétard qui lui pète dans la gueule. Enfin, il y avait toujours un truc. Merci beaucoup. Et merci. Merci, monsieur Colombo. Ah putain, c'est plaisir d'avoir des gens qui travaillent. Putain, oui.